Bonjour à tous. Je suis Guénelle Soussens, pour ceux qui ne me connaissent pas, avocat, expert en droit immobilier. J'interviens beaucoup en VFA, beaucoup pour des acquéreurs et aussi des investisseurs, des gens qui ont acheté de la VFA pour réaliser un investissement immobilier locatif. Et nous intervenons avec les moyens techniques d'Optime Réseau. Merci à Olivier Sarezinski, fondateur. Et intervient à mes côtés M. Elder Alves, expert en bâtiment, qui nous travaillons régulièrement notamment sur la pré-livraison, la livraison de la VFA et l'expertise judiciaire qui suit la livraison lorsqu'on n'a pas pu obtenir la levée des réserves ou lorsqu'il y a des désordres plus importants. Je vous laisse peut-être ajouter un mot, M. Alves. Oui, donc M. Alves Elder, j'interviens en tant qu'expert technique et expert d'assuré. Donc dans le cadre de la VFA, on assiste souvent, même très souvent, les acquéreurs lors de la prise de possession de leurs biens. On met en évidence les différents écarts qu'il peut y avoir. Voilà. Donc il faut savoir qu'on intervient aussi bien sur les parties privatives que pour les parties communes. On développera le sujet ensuite. Merci. Alors, avec plaisir. Ce que l'on vous propose, c'est de prendre chacun un petit quart d'heure pour vous expliquer un peu les grandes lignes du sujet et puis de se réserver une grosse demi-heure après nos exposés formels pour répondre à vos questions, échanger sur des situations particulières ou sur des interrogations qui naîtraient à l'occasion des développements. Alors, je vous propose une petite touche, un petit trait d'humour. Donc, vous avez en haut à gauche ce qui est promis aux acquéreurs qui achètent en VFA et en bas à droite ce qui est livré. Et la livraison, c'est souvent le moment de la désillusion, le moment où les acquéreurs cherchent un avocat, cherchent un expert pour affronter les difficultés. Petit rappel sur la VFA, les grandes étapes, et pas tellement pour vous rappeler les étapes elles-mêmes, mais surtout les points de vigilance à chaque moment. Tout commence dans une bulle, dans un centre de commercialisation, dans un point de vente, par la signature d'un contrat de réservation. Et à ce moment-là, l'attention des acquéreurs n'est hélas jamais attirée sur le fait que le contrat de réservation les lie avec le promoteur de manière assez définitive et que tout ce qui n'a pas été prévu à ce moment-là ne figurera pas dans l'acte de vente. Et c'est spécialement le cas des pénalités de retard. Gros point d'attention sur le sujet. La vente, c'est le notaire. Évidemment, c'est le moment solennel, mais en fait, c'est souvent que la réitération du contrat de réservation. Donc, les clauses particulières, il faut y avoir pensé dès le contrat de réservation. Les appels de fonds, ils vont venir au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et on a de la jurisprudence récente où des acquéreurs qui ont voulu aider le promoteur, en quelque sorte, qui était en difficulté, ont payé des appels de fonds anticipés et ils ont perdu de ce fait la garantie financière d'achèvement. Donc, gros point de vigilance, on ne règle les appels de fonds que sur la base des attestations du maître d'œuvre qui atteste de l'état d'avancement du chantier. On ne paye pas 1 euro de plus. La livraison, c'est le moment de la prise de possession des lieux, de la découverte de l'appartement qu'on a acheté. Et c'est aussi un moment où il faut être accompagné pour formuler des réserves le cas échéant. Et l'œil d'un professionnel est souvent très intéressant pour accompagner les particuliers parce que c'est aussi parfois moins de tension avec le promoteur, surtout s'il y a eu du retard. Donc, pour apaiser les choses et ne pas être seul, l'œil du professionnel est intéressant. J'ai fait un petit rappel sur les appels de fonds. Donc, vous voyez, la réglementation est très précise. Il n'est pas question d'y déroger. Petit point d'attention sur la consignation. Elle est plus facile en CCMI qu'en VFA. En VFA, elle n'est possible que s'il y a vraiment un défaut de conformité majeur, et ça, c'est assez rare. Donc, les points, les étapes importantes, les appels de fonds, la consignation. Petit point sémantique, la réception, c'est entre les entreprises et le promoteur. La livraison, c'est le promoteur et ses clients. Petit point sur les garanties. Alors, rappel des délais, les vices et les défauts de conformité apparents, l'acquéreur a 1 mois compté de la livraison pour les notifier au promoteur. 1 mois, ça passe très très vite. Point de vigilance. Le parfait achèvement, c'est connu, 1 année. 2 choses un petit peu moins visibles, moins connues, la garantie de l'isolation phonique et la garantie de la superficie des parties privatives, c'est 1 an. Ça veut dire 1 an pour agir en cas de difficulté. Donc, quand on signale des réserves à la livraison,
quand on repère un défaut d'isolation phonique ou un déficit de superficie, eh bien, l'acquéreur doit impérativement assigner dans le délai d'1 an, puisque l'assignation interrompt le délai de prescription. 2 autres garanties. Garantie de bon fonctionnement pour les éléments qui fonctionnent, typiquement les fenêtres, le système de production d'eau chaude sanitaire, garantie biennale de 2 ans, et la garantie majeure en matière de construction, c'est la garantie décennale, c'est celle qui couvre les défauts de l'immeuble qui n'étaient pas visibles à la réception et qui rendent celui-ci impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, avec la fameuse garantie dommage-ouvrage. La dommage-ouvrage, elle est célèbre dans son nom, mais elle est assez mal connue dans son mode de fonctionnement. Elle garantit le bâtiment lui-même. Donc, lorsque le bâtiment est livré, c'est à l'acquéreur, au propriétaire, d'adresser une déclaration de sinistre à l'assureur dommage-ouvrage s'il repère chez lui un désordre qu'il estime être de nature décennale. Et si ce désordre affecte les parties communes, à ce moment-là, c'est au syndic de copropriété de déclarer le sinistre à l'assureur dommage-ouvrage. Alors, que faire en cas de retard de livraison? Il y a une grosse actualité aujourd'hui. Les chantiers ont été beaucoup affectés par la crise sanitaire. Il y a une question qui va se poser dans les mois, dans les années à venir, c'est est-ce que cette crise et ses répercussions sont un cas de force majeure ou pas? Moi, je défends des acquéreurs, donc je soutiendrai que non. Ce n'est pas nécessairement un cas de force majeure et c'est de toute façon un cas qui n'était pas prévu dans les contrats de VEFA comme une cause légitime de suspension du délai de livraison. Donc, des discussions intéressantes s'annoncent dans les mois, dans les années à venir. Alors, que faire? De manière très concrète, je crois que la première chose que l'on peut recommander aux acquéreurs, c'est de se regrouper. Parce que, alors, il y a un monsieur qui représente un collectif et je pense que vous avez très bien compris l'intérêt d'agir à plusieurs, c'est qu'on est plus fort et c'est que ça coûte moins cher. Quand il faut mobiliser un expert, un avocat et qu'on divise le coût de ces interventions par 6, 10, 20 acquéreurs, c'est tout de suite pas du tout le même montant et on a une force de frappe qui est sans commune mesure que si l'on est seul. Effectivement, se regrouper, il y a des moyens pour trouver les coordonnées des autres acquéreurs. Donc, c'est aussi une démarche que l'on peut faire et se faire accompagner pour aller découvrir l'identité des autres, leur écrire et leur proposer d'agir collectivement. Parce que quand on est victime d'un retard de livraison, tous les autres acquéreurs de l'immeuble sont concernés. Donc, une action conjointe est très intéressante pour les acquéreurs. On peut aussi demander la suspension du prêt. Ça évite l'hémorragie financière. Quand on a un autre prêt ou un loyer à payer en plus, la suspension du prêt qui a servi à financer l'acquisition VEFA, c'est fort intéressant pour les familles, pour les foyers. Alors, troisième étape, l'indemnisation des préjudices, évidemment, parce que le retard de livraison génère des préjudices. Sachez que les causes légitimes de retard qui sont prévues à l'acte permettent au promoteur de livrer avec du retard en étant dispensé d'indemniser ses clients. C'est quand même assez épatant. Et il n'y a quasiment jamais dans les actes de VEFA de pénalité de retard pour le promoteur. Il y en a pour les acquéreurs, mais il n'y en a pas pour le promoteur. C'est un point d'attention. Petite subtilité née de l'expérience, on peut pratiquer des saisies entre ses propres mains, par exemple. Le cas typique, le promoteur livre avec 1 an, 18, 24 mois de retard, j'en ai en ce moment, et refuse toute discussion sur des indemnités de retard. Et dit aux acquéreurs, je ne vous livrerai que quand vous m'aurez payé l'intégralité, enfin le jour de la livraison, vous devrez me payer l'intégralité du solde du prix. Et l'inquiétude légitime de l'acquéreur, c'est de dire, une fois que j'ai tout payé, comment je vais aller récupérer des indemnités de retard? Eh bien, il peut y avoir cette manip de faire une saisie, soit entre ses propres mains, soit entre les mains d'autres acquéreurs, pour retenir ces 5%, tout en obtenant la livraison. Parce que cette saisie ne peut pas être un prétexte pour le promoteur de refuser la livraison. Donc, c'est une manœuvre intéressante et c'est aussi un levier pour négocier important. Les 2 derniers points sont la garantie d'achèvement. Là, on rentre dans les cas les plus graves, c'est lorsque le promoteur est en faillite.
qu'il n'est en tout cas plus financièrement en mesure d'assumer le coût des travaux restants à achever. Aujourd'hui, tous les acquéreurs sont protégés par la garantie qu'on appelle extrinsèque, la garantie financière d'achèvement ou de remboursement. Donc, lorsque le chantier est interrompu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est vers le garant d'achèvement qu'il faut se retourner pour obtenir soit l'achèvement, soit le remboursement. Et c'est dans ce contexte-là que je vous parlais tout à l'heure d'acquéreurs qui ont perdu le bénéfice de cette garantie parce qu'ils avaient payé le promoteur au-delà des travaux réellement réalisés. Donc, pour se préserver le bénéfice de cette garantie jusqu'au bout, il faut être très vigilant sur la réponse que l'on fait aux appels de fonds du promoteur. Et puis, l'un des autres moyens de sortir d'une VFA qui tourne à la catastrophe, c'est la résolution de la vente, c'est-à-dire l'annulation de la vente. Il n'y a pas de délai de retard type qui justifie la résolution. Je vais vous dire que 3 mois, c'est pas assez, 2 ans, ça paraît suffisant. Mais c'est évidemment laissé à l'appréciation du juge et ça dépendra aussi des causes de retard et de leur justification que le promoteur serait capable d'apporter. Donc, voilà les quelques points, les 6 points des choses à faire en cas de retard. Alors, je vous ai parlé des préjudices indemnisables, je vous en fais un panorama assez large. Lorsque le retard de livraison se présente, on examine avec le client les causes de retard, celles qui sont prévues dans l'acte, et comment le promoteur en a justifié ou pas. Et tout le délai, tout le retard qui n'est pas justifié, ça peut potentiellement donner lieu à indemnisation. Se pose alors la question de savoir quels sont les préjudices indemnisables. Alors, préjudice de jouissance ou perte de loyer. Préjudice de jouissance, c'est quand j'achète pour moi et que je ne peux pas occuper l'appartement puisqu'il n'est pas terminé. Perte de loyer, c'est quand j'ai acheté pour investir. Les intérêts bancaires, puisque 1 an de retard, ça fait 1 an d'intérêts intercalaires supplémentaires payés par l'emprunteur à sa banque. Dans la veine, dans la poursuite des intérêts, on a l'assurance du prêt immobilier. Quand on a 18 mois de retard injustifié, on paye 18 mois d'assurance décès invalidité en plus de ce que l'on avait prévu initialement. L'un des postes de préjudice qui peut être parfois important, c'est la perte de l'avantage fiscal. On peut le perdre en cas de retard lorsque s'écoule un délai supérieur à 30 mois entre la signature et la livraison. Pour les Pinel, le délai pour en bénéficier, c'est 30 mois entre signature et livraison. Et lorsque les chantiers dérapent vraiment ou lorsque l'on a acheté très en amont dans la commercialisation du programme, ce délai-là peut ne pas être respecté. Il peut s'écouler plus de 30 mois. Et l'acquéreur qui a investi risque de perdre tout simplement le bénéfice de l'avantage fiscal, ce qui rend son opération économiquement totalement caduque. Donc, c'est un préjudice indemnisable et on peut aussi prévenir la survenance de ce préjudice-là par un rescrit fiscal. Donc, demander une dérogation à l'administration fiscale individuelle ou collective. J'attire seulement votre attention sur cette possibilité. Donc, c'est pas perdu, mais c'est un point à traiter assez rapidement. On peut également avoir des charges de copropriété à payer, puisque la copropriété est constituée, qu'un syndic va commencer à administrer l'immeuble et ça peut générer des coûts. Ça, c'est vraiment titre documentaire. Et puis, le préjudice moral. Il est bel et bien réel pour accompagner beaucoup d'acquéreurs dans ces difficultés. Je vois bien à quel point ça impacte leur psyché, leur vie familiale. Donc, le préjudice moral est bien réel. Et puis surtout, ils ont souvent le sentiment d'être bien maltraités par les promoteurs. Quand ils étaient des candidats acquéreurs, c'était le tapis rouge. Et dès qu'ils ont signé l'acte de vente, ils sont un peu traités comme des gêneurs, des gens qui demandent beaucoup de choses, qui sont très exigeants, qui ne comprennent rien, etc. Et c'est un sentiment qui est assez désagréable. Donc le préjudice moral, il est bien réel et il est également pris en compte par les juridictions. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets de montants d'indemnisation qui ont été alloués, alors, je vous ai parlé du préjudice de jouissance. Alors, on est en France. On n'a pas des magistrats extrêmement généreux en termes d'indemnisation. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas des montants qui font rêver. Donc,
D'où ma remarque liminaire de mieux vaut être plusieurs. Parce que faire un procès, sincèrement, pour 5 000 – 6 000 euros, individuellement, je ne suis pas sûre que ça en vaille la peine. Par contre, si on est 10 acquéreurs à agir pour obtenir cette même somme pour chacun, on a divisé les coûts. Donc là, réellement, ça a un intérêt. Donc, pour vous donner des exemples, voilà une dame qui avait attendu pendant 7 mois la livraison de son VFA. Elle a obtenu 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ce qui correspondait peu ou prou au montant du loyer qu'elle payait dans l'appartement qu'elle occupait avant la livraison. Vous avez l'un des préjudices qui n'est pas davantage contestable, c'est quand on achète pour soi, normalement, on n'a qu'un déménagement de son ancien logement vers l'appartement acheté en VFA. Si le VFA vous est pas livré, que vous devez rendre votre logement, vous allez devoir assumer un déménagement supplémentaire par rapport à vos prévisions dans un logement provisoire et installer vos affaires dans un garde-meuble. Donc ça, voilà, vous voyez, on voit 2 800 euros, c'est pas colossal. Hein. Et en termes de préjudice moral, par exemple, j'ai trouvé une jurisprudence assez récente où l'acquéreur a obtenu 4 000 euros. Sincèrement, je trouvais que c'était pas mal par rapport à la pratique des juridictions. La Cour d'appel ayant considéré que les tergiversations du promoteur, l'incertitude sur la date effective de la livraison avait créé un préjudice moral qui pouvait être indemnisé, qui méritait d'être indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Voilà pour ces quelques mots sur la VFA, les difficultés, les garanties, un panorama rapide des garanties, des moments clés, livraison, contrat de réservation et puis l'indemnisation en cas de difficulté. Alors, Monsieur Alves va revenir sur ces mêmes sujets, mais dans une partie plus technique. Effectivement, comme vous avez pu le voir, le VFA, c'est une grande partie juridique et très complexe. Hein. En termes de technique, je trouve que c'est plus simple, peut-être parce que c'est un domaine que je maîtrise. Alors, Maître Soussens disait se faire accompagner le jour de la livraison par un expert, c'est vrai que ça rassure, ça peut rassurer, forcément ça rassure l'acquéreur, mais ça n'est pas toujours sans tension. Moi, ça m'est arrivé fréquemment, même très fréquemment, où notre présence dérange. Voilà. Donc, moi, le but de ma venue, c'est je me réfère au plan, à la notice, au TMA, hein, travaux modificatifs acquéreurs s'il y en a, et je vais comparer tout ça entre le bien qui a été promis, qui était sur le plan, et le bien qui est livré. Et donc, je vais tout expertiser, aussi bien au niveau des équipements fonctionnels, hein, parce que s'ils sont fonctionnels, que les mises en œuvre, revêtement de sol, finition, tout ce qui concerne l'appartement, y compris les parties privatives extérieures, de jouissance privative, comme les terrasses. Voilà. Donc, il faut savoir que quand vous êtes accompagné par un professionnel du bâtiment, comme un expert, vous conservez le mois pour continuer à émettre des réserves. Ce qui n'est pas le cas si je fais un aparté avec le CCMI. Si vous êtes accompagné par un professionnel, vous ne conservez pas vos 8 jours. Voilà. Tout ne peut pas être essayé. Moi, ça m'arrive souvent. Les gens me disent « Oui, mais vous allez venir, vous allez vérifier l'isolation, vous allez vérifier l'acoustique, vous allez vérifier… » Je dis « Non, il faut savoir qu'on vient pour interpréter des désordres, des anomalies, des malfaçons qui sont de l'ordre de l'apparent. D'accord ? Puisque de toute façon, derrière, comme l'a précisé Maître Soussens, on se met en place les différentes garanties. Hein. Le SAV d'1 an, le bon fonctionnement de 2 ans. Donc, l'acquéreur est quand même, je trouve que c'est bien protégé. Voilà. C'est pas moi d'en juger. L'intervention, il faut savoir que mon intervention, elle est purement technique. Je me garde d'aller sur un plan juridique. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un avocat, je n'interprète que techniquement. Dès lors que ça dépasse ma compétence et qu'il y a des recours ou autres, je dirige vers un avocat ou une avocate. Voilà. Je ne veux pas m'hasarder sur un terrain où je ne maîtrise pas. Concernant les réserves. Alors, les réserves, à mon sens, j'en vois trois. J'en vois trois grands types de réserves. Les malfaçons,
qu'on pourrait caractériser de travaux réalisés mais considérés mal exécutés, hein, qui peut en référence aux normes, aux DTU, aux avis techniques des différents matériaux mis en œuvre. Les non-façons, ça serait des travaux ou prestations non exécutés, et les réserves pour essai. Moi, ça m'est arrivé de prendre possession de biens où tout n'était pas en fonctionnement. Voilà. Donc, on ne peut pas essayer, on fait une réserve pour essai. Voilà. Ça arrive. Il peut y avoir des écarts au contrat, des écarts au plan. Alors, c'est vrai que certaines catégories se confondent parce que l'écart au contrat peut être aussi une non-conformité par rapport à une malfaçon. On est d'accord? On ne va pas s'embourber là-dedans. Après, il faut remettre tout ça dans les bonnes cases. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, l'écart au contrat, ça peut être une surface qui ne correspond pas. Il faut savoir qu'en VFA, le promoteur a droit à un écart de surface qui est de l'ordre d'un 20e. Voilà. 5%. Quoi. Et ce qui revient souvent, ce que je vois souvent en termes d'anomalie, et ça c'est récurrent, c'est les fameux soffites. C'est-à-dire qu'entre la visite cloison, les plans peuvent évoluer. Le promoteur va argumenter le fait qu'il est obligé de mettre en place des soffites. Alors les soffites, ce sont des traînasses, hein, ce sont des coffres qui des fois peuvent dénaturer significativement le logement. Tout à l'heure, je vous montrerai des photos. Et il peut arguer le prétexte qu'il a besoin de ça pour le besoin du fonctionnement de l'appartement. Ça, c'est pareil, on ne développe pas plus tard. Vous verrez que des fois, ce n'est pas pour le simple fait du fonctionnement de l'appartement, mais ça peut correspondre au fonctionnement de tout l'immeuble. Là, ça pose un problème. Voilà. Il peut y avoir des impropriétés de destination. Là, c'est le cas grave, hein, où on va refuser la livraison. Moi, ça m'est arrivé, notamment dans le cas où j'avais une douche qui n'était pas terminée, donc c'est-à-dire que la personne, de toute façon, ne pouvait pas se laver. Donc, on peut prétendre une impropriété de destination. Et j'ai eu aussi le cas où il n'y avait pas de chauffage. Donc, pas de chauffage. Alors, quand je dis chauffage, ce n'était pas simplement le chauffage de l'air ambiant, c'était également la production de cheveux. Donc, impropriété de destination, on a refusé la livraison aussi. Voilà. Il faut savoir que parmi les malfaçons, souvent je vois le cas des mises en œuvre, c'est récurrent au niveau du carrelage, de la peinture. Il faut savoir que là aussi, on va s'appuyer sur des textes, des normes, des DTU, documents techniques unifiés, qui normalisent tout ça. Il faut savoir aussi que toute entreprise de mise en œuvre, lorsqu'elle réalise des travaux, a des tolérances. Ces tolérances sont normalisées aussi. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas beau ou ce n'est pas bien fait pour que ça soit pris en compte. Il faut la preuve, il faut qu'on l'argumente techniquement. Et c'est là que l'expert intervient. Bon, c'est vrai que parfois, et très souvent même, j'aide aussi les gens, à leur faire comprendre qu'on ne peut pas aller au-delà. Hein. Notamment la peinture, vous prenez une peinture, il faut dire aussi que le plus souvent en VFA, ce qu'on vous livre en termes de peinture, ce n'est pas de la peinture d'excellence. Hein. C'est des peintures assez basiques, donc le résultat, effectivement, il n'est pas au top non plus. Mais il faut savoir qu'une peinture, ce n'est pas prendre la lampe de poche avec une lumière rasante. Vous voyez, il faut se reculer au moins à 2 mètres, il y a un angle, tout ça c'est bien inscrit dans les textes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais parler des désordres, je ne veux pas m'égarer. Hein. Alors, la réserve. Il y a une définition qui me plaît bien. Une réserve correspond à une restriction apportée sur la bonne exécution de travaux en conformité avec le contrat conclu entre l'acquéreur et le promoteur. Voilà. Donc, moi, ça m'est arrivé également d'avoir des réserves, notamment c'était sur un parquet. Je m'en souviens de cette affaire où on était hors tolérance. Et là, il y avait le promoteur, de toute façon, on lui avait fait reconnaître qu'il était complètement hors tolérance, donc on pouvait refuser l'ouvrage qui était le parquet.
l'acquéreur devait rentrer dans son logement, c'était pas si catastrophique que ça, donc ils se sont entendus sur un dédommagement. En contrepartie, pour la petite histoire, le promoteur lui a équipé ses volets en moteur électrique. Il avait des commandes manuelles. Voilà, ils se sont entendus là-dessus. Et alors, je ne sais pas, là, c'est plutôt Maître Soussens qui pourrait répondre, mais je ne sais pas s'il y a un protocole d'accord qui est signé, je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je peux dire, c'est qu'ils ont conclu comme ça, et puis l'affaire s'est bien réglée. Voilà. Me concernant, je pense que je peux en rester là en termes de technique. Je serai plus apte après à apporter des réponses sur des questions. Oui, peut-être vous avez aussi quelques exemples, quelques photographies de biens sur lesquels… Tout à fait. Vous nous avez parlé des soffites, ce serait intéressant de montrer parce que c'est très visuel. Et puis j'ai le cas dans plusieurs dossiers, moi. Oui, parce qu'en général, ce qui est prévu, ce qui est indiqué, ce sont des faux plafonds. Faux plafonds, bon, on voit ce que c'est assez haut, on peut mettre des éclairages, c'est presque intéressant. Par contre, les soffites, c'est des verrues, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai eu ce cas particulier où… alors, il faut savoir que il y a la visite, souvent, il y a la visite cloison, il y a la pré-livraison, il y a la visite de livraison. D'accord ? La livraison étant le moment où on prend possession du bien, où on peut émettre les réserves. Ça peut évoluer. Souvent, entre la visite cloison et la visite de livraison, des fois, souvent, le promoteur, quand il est en retard, il zappe la pré-livraison. Il la zappe. Il informe l'acquéreur, il dit il n'y aura pas de pré-livraison, on est en retard. Bon, voilà. Ça, c'est fréquent. Moi, j'ai vu évoluer. Ils envoient des plans modificatifs. Et là, vous avez des soffites qui n'existaient pas au moment de la visite cloison et qui apparaissent au moment de la livraison. Bon, après les plans, ils envoient avec des dates. Souvent, l'acquéreur ne fait pas attention non plus. C'est pour ça qu'il est important de se faire assister. En fin de compte, je pense qu'il faudrait se faire assister pratiquement tout le long. Voilà, c'est pas évident et ça coûte de l'argent. Et donc, il y a des soffites qui peuvent être très disgracieuses pour le logement. Moi, j'ai vu le cas où, alors, effectivement, je vous montrerai des photos, ça passe donc dans le WC, ça fait toute la salle de bain. Pratiquement, alors, ils n'ont pas fait un faux plafond dans la salle de bain, ils ont fait des gros soffites, qui suivent les murs pour aller rejoindre la terrasse. Et il s'avère que le promoteur nous dit où on avait besoin de créer ces soffites pour le besoin de l'appartement, le fonctionnement de l'appartement. Or, là, on creuse un peu et on s'aperçoit que ces soffites font partie du fonctionnement global de l'immeuble. C'est-à-dire que c'était toutes les gammes de ventilation VMC, les ventilations primaires des chutes de l'immeuble. Voilà. Donc là, il s'avère que c'est une mauvaise conception à la base. Et après, c'est une affaire d'avocat derrière. Oui, parce qu'à mon sens, la règle, c'est que le plan qui est annexe à l'acte de vente, c'est le seul qui est contractuel. Les plans postérieurs, ils ne sont pas contractuels puisque ce serait une modification unilatérale du contrat, ce qui n'est pas possible. Ce à quoi le promoteur s'engage et ce que l'acquéreur paye, c'est ce qui est prévu le jour de la vente chez le notaire. Donc, l'acte de vente lui-même et ses annexes, notices descriptives et plans quand il y en a. Mais il y a toujours dans les actes de VFA une clause qui nous dit que le promoteur peut modifier les plans pour répondre aux contraintes techniques. Et il y a des affaires dans lesquelles la présence de soffites non prévues au plan est indemnisée et d'autres où elle ne l'est pas. Là, tout va être affaire d'appréciation par le magistrat. Et c'est aussi, je crois, pour nous avocats, l'importance de la préparation technique de notre dossier. C'est vrai qu'effectivement, de démontrer que les soffites qui ont été installés ne sont pas liés à une contrainte technique seulement, mais aussi au fait que l'immeuble n'a pas été conçu intelligemment et que, par exemple, au dernier moment, on a trouvé cette solution qui vient de pénaliser un seul des acquéreurs, c'est peut-être un argument supplémentaire pour être indemnisé le cas échéant. Mais à mon sens, il n'y a pas d'indemnisation systématique, hélas, pour ça. Alors, je vais présenter une photo de ce soffit. Peut-être si vous avez d'autres choses un peu typiques, des malfaçons en VFA à nous montrer. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais les Ok, merci. Parce que là, sinon, on va passer trop de temps. Je vous parlais tout à l'heure, on avait refusé une livraison. Ça, c'est ce qu'on a. Vous la voyez, la photo, là? Elle va s'afficher, ça lag un peu. C'était quel type de souci? C'était la douche qui était impropre, enfin la douche qu'on peut utiliser, mais… Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de douche, ça me paraît surréaliste parce que normalement, la livraison, elle intervient après la réception et après l'achèvement de l'immeuble. Donc,
comment on peut considérer que l'immeuble est achevé quand il n'y a pas les douches? Pareil pour le chauffage. Ouais, c'est fou. Je précise, cette réserve, elle était présente à la pré-livraison. Il y avait eu un sinistre, ils avaient mal au niveau du mitigeur, vous avez mal serré, ça avait éclaté toute la cloison derrière, ça avait poussé, le carrelage avait décollé, c'était tombé. Et je fais la livraison, on fait la livraison quoi? 1 mois et demi plus tard, ouais, par là. Ils n'avaient pas réparé. J'aimerais bien pouvoir vous partager là. Vous voyez toujours pas? Attendez un peu. Si. Ah, si. Non. Bon, ça s'est aggravé entre-temps. C'était aggravé, tout était tombé. On a eu un dossier, M. Alves, aussi, où le promoteur n'avait pas installé les volets extérieurs. Et l'absence de volets extérieurs pour les appartements en rez-de-chaussée, enfin, c'était une vraie difficulté. Hein. Rez-de-chaussée en plus. Bah, Alors, c'était pas très explicite dans la notice. Il parlait. Oui, c'était un petit peu ambigu. C'était curieusement rédigé parce qu'ils avaient été mentionnés des volets, si ma mémoire est bonne, dans les pièces principales et les pièces accessoires. Et donc ça veut dire dans toutes les pièces. À l'étage, idem au rez-de-chaussée. Et sur place, il me dit non, à l'étage, il n'y a pas de volet. Et je lui dis, mais regardez la notice. Étage, idem, rez-de-chaussée. Et là, rez-de-chaussée, volet occultant. J'ai dit, voilà. Bon, après, là, toujours pas d'image? Si, mais c'est toujours la douche. Toujours la douche? Et il y a une autre. C'est le carrelage. Je commence bon, voilà, c'est ce genre de… Alors là, il y avait des joints qui s'effritaient, on l'avait mis en évidence, ils ont viré les joints, ils ont mis un mastic. Là, c'était des découpes, le serrurier. Alors, c'est des petites choses, c'est sur une terrasse extérieure, des coupes, traces de rouille. Il y aura des choses plus significatives, ça, c'est des mauvaises… voilà. Oui, mais c'est inconcevable pour un acquéreur qui achète du neuf d'avoir des trucs comme ça. Je suis d'accord avec vous. Alors, c'est vrai que ça nous ramène à ces fameux désordres d'ordre esthétique. Oui, mais comment arriver, jusqu'où peut-on accepter le désordre d'ordre esthétique? Moi, j'ai tendance à penser qu'au moment de la livraison, on inscrit des réserves. Et le promoteur n'est pas juge du bien fondé des réserves. Donc, on inscrit les réserves. S'il répare dans l'année du parfait achèvement, donc acte, et à livraison plus 10 mois, par exemple, ben on regarde ce qui reste comme réserve, on vous demande combien ça va coûter de remédier aux réserves restantes, et on voit l'opportunité, on apprécie l'opportunité d'aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire s'engager dans une expertise judiciaire. Parce que tous ces dossiers comme ça, où il y a de la technique, aucun juge ne condamnera sans être passé, sans avoir un rapport d'expertise judiciaire qui va lui dire quelle est la cause des désordres, combien ça coûte de réparer. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fameuse douche, c'est toujours la douche. Hein. C'est toujours la douche. Alors là, c'était un VFA aussi. Alors, il faudrait que je la remette peut-être dans l'ordre. Alors, le VFA, reprenez-moi, maître Soussan, si je m'égare. Le VFA, on peut vendre en VFA tant que l'immeuble n'est pas achevé. Voilà, c'était le cas de cet appartement. Ou alors, c'était un VFA, mais dans l'ancien. C'était une réhabilitation totale. Et cette personne avait acheté ce bien alors que l'immeuble n'était pas achevé. Bon, là, c'était une vraie catastrophe hein, parce que, bon, il s'avère que non-respect des réglementations thermiques. Oui, mais ça doit être achevé au moment de la livraison. Pardon? Ça doit être achevé au moment de la livraison. Oui, mais à la vente, je veux dire, un acquéreur peut acheter un bien en VFA alors que l'immeuble est en construction. Ben, c'est le principe de la VFA. Oui, mais ça peut être vendu sur plan. Oui. Voilà. Bien sûr. Ça peut être même qu'on peut même commencer à commercialiser avant d'avoir commencé les travaux. Tout à fait. Alors, non. Il y a un autre des problèmes que l'on a rencontrés également dans des dossiers, ce sont des poteaux qui apparaissent. J'ai une dame qui a acheté un très bel appartement. J'ai des poutres. Oui, c'est ça. Les poutres qui apparaissent dans les salons. Exactement.
Les Des retombées. retombées de poutres Hum. qui Ça, c'est- apparaissent sur les plans, mais avec des ouvertures de porte-fenêtres par l'intérieur. Donc, ce qui fait dire à mon client que ce n'était pas des retombées de poutres. Donc, on a un débat là-dessus. Parce qu'effectivement, ils ont déplacé les baies vitrées pour pouvoir ouvrir sur l'intérieur parce que cette poutre, tout d'un coup, ne permettait plus effectivement l'ouverture de la baie vitrée. Et moi, j'ai un dossier, ils ont un immense salon, une pièce qui fait 6 ou 7 mètres de long. Et en fait, au milieu du plafond, il y a une énorme poutre sur toute la longueur. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai Et alors, monsieur Alves nous le dira, mais moi, je pense que cette longueur-là au rez-de-chaussée nécessitait ce genre de poutre. On savait, le promoteur devait savoir dès l'origine qu'il serait obligé de faire ça. Sauf qu'il ne l'a pas mis sur les plans et eux, ils l'ont découvert à la pré-livraison et ils étaient abasourdis, quoi. pas simple. Non, non, pas ça. Et de toute façon, tous ces défauts de conformité, on va redire ce qu'on a dit, c'est que c'est vraiment de l'appréciation. C'est jamais tout noir ou tout blanc parce qu'il y a dans les contrats cette clause qui nous dit que le promoteur, le constructeur voilà, exactement, peut adapter les prévisions des plans pour répondre aux suggestions techniques. Donc, ce n'est que du cas par cas. Oui, tout à fait. Je suis en train de me débattre avec. J'y arrive pas. Je sais pas, peut-être que vous en trouverez au fur et à mesure, vous pourrez nous montrer des choses. Et puis peut-être, ça peut être l'occasion pour des questions. Il y a un monsieur qui s'est présenté au début qui nous a indiqué avoir créé un collectif d'acquéreurs qui rencontrent des difficultés. Est-ce que vous accepteriez de partager avec nous cette expérience-là? Oui, tout à fait. Merci. Donc, on a signé avec un promoteur et ce promoteur nous a annoncé, on va dire, sur le mois de juin, le fait qu'il aura un retard à peu près de 12 mois sur la livraison du projet. Alors, les différentes, alors c'est du classique, hein, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une défaillance, on va dire, du maître d'œuvre. Alors après, on a appris que dans le domaine de la VFA, la défaillance du maître d'œuvre est un procédé assez classique pour permettre au promoteur de justifier, on va dire, un retard de livraison. Mais ça, c'est par l'expérience que maintenant on maîtrise également ce sujet-là. Il y a eu des retards, on va dire, sur des sociétés qui ont fait de grosses œuvres, donc par exemple ceux qui ont coulé le béton. Alors nous, on a pris énormément de photos permettant de voir, par exemple, qu'il y a eu des problèmes d'alignement sur les pignons, sur la qualité du béton qui a été posé depuis. Notre promoteur préféré, effectivement, a mis sur gardiennage, on va dire, le chantier et donc a interdit toute entrée. Donc pour se protéger, mais on a pris à peu près 400-500 photos, on va dire, sur la phase initiale de construction. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bien sûr, la situation concernant la situation sanitaire. Alors, nous, on a signé, avant tout, sur chaque copropriétaire, directement avec notre promoteur. Donc, la partie prenante avec qui on s'est engagé et sur laquelle on a confiance, c'était le promoteur. Et notre promoteur lui-même a fait intervenir un cabinet d'avocats pour nous proposer, alors ça a été surprenant parce que nous, il ne nous a pas avertis qu'il allait faire ce procédé, déjà pour nous indiquer que tous ces éléments-là étaient des cas de force majeure avec des références en termes de procédure de justice pour nous mettre, je dirais, dans un certain mode. Et puis surtout, nous a proposé, on va dire, un premier niveau d'indemnisation qui correspond à 1%, on va dire, des sommes versées. On est à peu près à 50% des sommes qui ont été versées dans le cadre de ce chantier. Et le souci, c'est que bien sûr, cette proposition est engagée, on va dire, uniquement sur une période de 15 jours, nous engageant après à signer un protocole d'accord pour éviter, après, je dirais, tout préjudice. Alors, le collectif s'est constitué à ce moment-là. Nous, on va répondre déjà pour dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne répondra pas directement à l'avocat parce que nous, on a signé avec le promoteur. Donc, on ne veut pas répondre à ce cabinet d'avocats en premier lieu. Et on cherche déjà, avant tout, d'avoir un dialogue avec le promoteur, d'être reçu, de nous expliquer, donner l'ensemble des éléments, comme vous l'avez indiqué parfaitement sur
à la fois sur le préjudice, sur les assurances, sur les intérêts bancaires, bon, etc., pour indiquer en tout cas, que la proposition qui a été faite n'est pas, on va dire, est extrêmement faible par rapport, je dirais, au retard que va occasionner, on va dire, ce projet pour chacun des copropriétaires. Alors, moi j'avais une question. Je voulais savoir quel est le rôle que peut jouer un médiateur. J'ai vu que chaque société, chaque promoteur était affilié, on va dire, à un médiateur. Alors, je voulais savoir, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt de faire appel, avant de lancer une procédure et d'être accompagné, de faire appel au médiateur, et quel est le rôle du médiateur? Son rôle, ça va être d'essayer de trouver une solution, de participer à la construction d'une solution, d'un accord entre les acquéreurs et le promoteur. Maintenant, moi, sincèrement, je pense que ça a un intérêt. Ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour amorcer ce dialogue dont vous avez besoin aujourd'hui pour comprendre où vous en êtes. Et alors, il y a deux choses que vous avez dites que je trouve très intéressantes. C'est la faillite du maître d'œuvre. Alors ça, c'est vraiment un cas particulier. Et j'ai un autre dossier contre ce même promoteur. Et je pense que c'est le même maître d'œuvre. Alors effectivement, est-ce que la complexité, c'est que c'est le maître d'œuvre qui doit établir des attestations pour justifier de la survenance des causes de retard. Et donc, quid de la disparition du maître d'œuvre? Donc, contractuellement, rien n'est prévu. Donc, ce serait presque contre-productif pour le promoteur. Mais je retiens votre idée qu'ils l'ont peut-être fait de concert. Ça, ce serait quand même… du coup, là, c'est frauduleux, hein. Et là, pour le coup, ça ne pourrait pas être utilisé comme une cause légitime de retard. Donc, un mauvais point pour lui. Alors, sur le fait de signer un protocole, pourquoi pas sur le principe? Mais au stade où vous en êtes, on ne peut envisager qu'une indemnisation, on veut dire calculée par mois. Parce qu'aujourd'hui, il vous annonce un an de retard, par exemple. Mais peut-être que dans 3 mois, il vous dira finalement, j'ai 15 mois de retard. Et donc, si vous acceptez un protocole, il faut que ce soit un montant mensuel, puisque ce montant, il est évolutif jusqu'au jour de la livraison. Et si certains acquéreurs ont acheté dans le cadre d'un investissement locatif, attention à ce délai dont je vous parlais tout à l'heure et au risque de perdre l'avantage fiscal. Ah oui, ça je l'ai noté. Parce que là, c'est vraiment un gros risque pour ça. Merci. Et je voulais savoir, en termes de budget, qu'est-ce qu'il faut compter pour un collectif? Quel est le budget pour pouvoir être accompagné sur une opération de ce type-là? On est par exemple, 20 copropriétaires, donc ça représente quoi? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est difficile, moi j'interviens sur la base d'un taux horaire qui est de 300 € TTC. Et on va dire, pour les négociations, il faut compter une enveloppe qui soit d'au moins 10 heures de travail. Ça suppose de collecter les informations. Alors, avec les dossiers, avec l'expérience, on a une grille maintenant d'évaluation des préjudices qui permet d'aller assez vite. Donc, il faut collecter les informations et puis échanger avec le promoteur. Mais les réactions sont assez imprévisibles. Là, par exemple, ils ont déjà mandaté un avocat pour négocier, ce qui n'est pas usuel. En général, ils ne mandatent un avocat que quand il y a déjà un avocat qui a commencé à un peu les titiller. Là, ils ont pris les devants. Et là, si vous voulez, le temps à y consacrer va dépendre de la résistance du promoteur. D'accord. Mais je crois que dans tous les cas, il ne faut pas que les négociations durent trop longtemps. Et en tout cas, il ne faut pas arriver au moment où vous allez être obligé de payer les derniers 5% et d'être encore en train de négocier votre indemnisation. Ouais, alors, ils nous ont proposé aussi de suspendre, on va dire, les appels de fonds. Hein. C'est-à-dire que dans la proposition, il y a suspension de l'appel de fonds jusqu'à la réception des travaux. Donc, il y a déjà une proposition. Et bon, je trouve qu'ils se sont déjà dans une situation assez défensive, puisqu'ils sont là déjà à être en force de proposition sur un certain nombre d'éléments. Donc, et c'est vrai que c'est très intéressant qu'ils proposent un protocole, et le fait de le faire entre un avocat et ses clients, il n'y a pas la confidentialité qu'il y a quand on négocie entre avocats. Donc, même si vous n'acceptez pas le protocole, vous avez toujours cet outil-là, ce projet de protocole, pour aller dans le juge en disant qu'ils ont de toute façon reconnu le principe d'une responsabilité et le principe d'une indemnisation qui nous est due. Et donc, la discussion, elle va simplement porter sur le montant.
J'avais une question concernant, on va dire, à Monsieur l'expert, à Monsieur Alves, concernant comment on peut contrôler sur la réception des travaux, alors bon, c'est un petit peu structurel, donc je ne sais pas, sur la qualité d'isolation pour être, on va dire, conforme, par exemple, à la performance énergétique d'un bâtiment. Donc, il y a une norme qui est la RT 2012. Bon, je travaille un petit peu dans le domaine, donc je sais ce que ça implique. Comment on peut contrôler le fait d'avoir le certificat à la réception, c'est suffisant ou Alors ça revient souvent. Jennifer, C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce on peut émettre des réserves sur ce qui est d'ordre visuel, ce qu'on voit. L'isolation, on ne la voit pas, elle est cachée. Il faut savoir, vous êtes la part que vous disiez, le bâtiment RT 2012, il est calculé sur sa globalité. On est d'accord. C'est le bâtiment dans son ensemble. Ce n'est pas juste l'appartement en lui-même. Donc, il faudrait déjà avoir cette étude, connaître cette étude pour après pouvoir aller. Et puis, bon, il faut savoir que l'RT 2012 ne tient pas compte que de l'isolation. On est d'accord. C'est l'ensemble. Hein. C'est la performance énergétique globale. Et après, aller voir si effectivement ça a bien été mis en œuvre, si c'est les bons produits, les bonnes épaisseurs. Et puis, bon, en termes de performance énergétique, il y a aussi la filtrométrie. Hein, la qualité des matériaux. Enfin, est-ce que le traitement il a été bien fait? Est-ce que les tests ont été bien faits? Il faut savoir qu'on fait des échantillonnages. Ils ne testent pas tous les appartements. Ils font des échantillonnages et puis ils disent bon, bah, c'est bon, ça rentre dans les cases, ça rentre pas dans les cases. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, compliqué. Et ça se fait, je pense, avec la documentation du chantier. Ça ne se fait pas par essai au moment de la livraison. On vérifie simplement, c'est déclaratif. Voilà. C'est des choses qu'on va se rendre compte dans le temps. Ça m'est arrivé d'intervenir sur des expertises comme ça où la personne se plaignait. Bon, là, on va creuser après. Après, en seconde phase, là, on va creuser. Hein. Là, caméra thermique, test, là, on va à fond. Hein. Et on va s'apercevoir qu'il manquait des rupteurs thermiques au niveau du béton. On va s'apercevoir que l'isolation, il en manquait derrière le parement. On va mettre tout ça en évidence. Mais effectivement, il a quand même fallu que l'acheteur se plaigne. Bon, il s'était manifesté dans la garantie de SAV, hein, la garantie de parfait achèvement. Il s'était manifesté dans ce délai-là. Je pense que Maître Soussan, reprenez-moi, moi je pense qu'on peut aller au-delà. Hein. En termes d'isolation thermique, on en avait parlé. Hein. On peut aller au-delà. Ça ne fonctionnait pas. Et là, on est rentré dans des pourparlers. Et effectivement, on a rencontré le promoteur. Il est revenu, on a échangé, on a même missionné un bureau d'études. On l'a mis en évidence. Ils ont repris les travaux. Ils ont repris des ordres. Une première question sur l'état d'avancement. Est-ce que c'est celui de l'immeuble qui compte ou celui de l'appartement? C'est très marrant parce que je me suis posé la question récemment et j'en ai déduit que c'est l'état d'avancement de l'immeuble en général. On a eu un dossier avec M. Alves où le promoteur a tenté de livrer un des appartements qui était terminé dans la résidence, alors que tout autour, c'était un véritable chantier. Il y a encore des ouvriers, il y avait une base vie sur le chantier, il y avait des trous, etc. Et donc, en allant creuser dans les textes, et c'est ce que je vous avais mis tout à l'heure dans le PowerPoint, les 95%, c'est au moment de l'achèvement de l'immeuble. C'est donc un achèvement qui est conçu de manière globale, de la même façon qu'on parle de l'achèvement des fondations. Donc, c'est nécessairement une appréhension globale du stade des travaux auxquels on en est. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est avec 2 ans de retard, est-ce qu'on peut légitimement consigner? Alors, légitimement, oui. Juridiquement, non. Parce qu'en VFA, la consignation n'est pas prévue. Elle n'est prévue qu'en cas de défaut de conformité qui rendrait l'appartement tout à fait différent de celui qui a été acheté. Donc, pour pouvoir consigner les derniers 5% dans le cadre d'une VFA, quelles que soient les circonstances, il faut soit l'accord du promoteur, ce qui arrive, sincèrement, je l'ai vu une fois, j'ai un dossier en cours, soit d'y être autorisé par le juge. Et ça veut dire d'anticiper là aussi. Ça veut dire que quand le retard de livraison est très important, quand on n'a pas réussi à négocier une indemnisation raisonnable, eh ben on saisit le juge pour lui demander d'être autorisé à consigner les montants restants. C'est une alternative à la possibilité de saisie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on ne peut pas le faire d'office. Et si on le fait d'office, on prend le risque que le promoteur refuse de remettre les clés le jour de la livraison.
Concernant cette fameuse affaire à laquelle vous faisiez référence à l'instant, effectivement, l'immeuble était dur d'accès, difficile d'accès. Hein. Il y avait des barrières, tout, c'était pas sécurisé. Hein. Mais également, la personne ne pouvait pas rentrer son véhicule, ne pouvait pas stationner son véhicule, ni sa moto d'ailleurs. Et c'était dans une rue qui était très prise au niveau stationnement. Donc, c'est-à-dire qu'il prenait possession de son appartement, mais il était obligé de laisser sa voiture dehors. Voilà. Il y avait le problème avec les enfants, que la dame devait se rapprocher au plus près pour emmener ses enfants à l'école. Je ne sais pas si vous en souvenez, Maître Soussan. Non, mais je m'en souviens très bien. Et il y a une question sur le Covid, j'en profite. Dans ce dossier-là, le promoteur donc, demandait les 2 derniers appels de fonds. L'immeuble n'était pas achevé, il ne l'est toujours pas. Et quand le confinement a été décrété, etc., le CSPS, le coordonnateur sécurité protection de la santé, était encore sur le chantier. Donc, c'est vraiment un intervenant important du chantier. Et il nous a expliqué qu'il ne pouvait plus livrer parce qu'il avait fait un avenant avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé pour réorganiser le chantier, les méthodes de travail des entreprises. Ce qui prouve bien que le chantier n'était pas terminé. Et il a même utilisé l'un des appartements de nos clients comme base vie pour le chantier. C'est surréaliste, quoi. Les gens sont dégoûtés d'imaginer que toutes les personnes qui travaillent là utilisent leur douche, leur toilette. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, il y a une question sur la crise. On l'a dit rapidement au début. Est-ce que le Covid-19 va justifier des retards de livraison? Alors, tous les promoteurs ont balancé des lettres pour dire nous sommes très impactés par la... Nous espérons que vous allez bien, enfin voilà, les formules d'usage, et puis nous sommes très impactés par la crise, etc. Même pas. Ils étaient déjà en retard de manière chronique, mais là, c'est le pompon, hein, c'est vraiment l'ultime cause de retard. Et ils annoncent tous au moins 3 mois, voire 6 mois liés à la crise. Juridiquement, est-ce que ça tient la route ou pas? J'ai tendance à penser que non. Bon, j'ai un œil un peu acquéreur, donc je ne suis pas sûre d'être totalement objective, mais ce n'était jamais, puisqu'on le voit dans les nouveaux contrats, une pandémie n'était pas une cause légitime de suspension du délai. Les promoteurs, à la différence des restaurateurs, par exemple, n'ont pas eu d'injonction administrative les obligeant à suspendre, à arrêter les travaux. Ils ont arrêté les chantiers en étant un peu cyniques, comme ils le sont aussi parfois, parce qu'ils n'étaient pas équipés, parce qu'ils n'avaient pas les équipements nécessaires pour leurs salariés, et ils ont suspendu les chantiers pour ne pas être en risque vis-à-vis de la santé de leurs salariés et en risque au titre de leurs obligations en tant qu'employeurs. Donc, est-ce que ça, ce sera considéré comme une cause de force majeure? Maître Soussan? Oui. Alors, j'ai envie de rebondir justement sur ce point et la situation du Covid, parce qu'on est typiquement dans ce cas où, en fait, le promoteur utilise cette phase de confinement pour retarder le chantier de 6 mois, alors qu'on s'est rendu sur place pendant cette phase-là et on a vu qu'il y avait quand même des ouvriers sur place. Donc, le chantier ne s'est pas totalement arrêté et ils ont pris la décision, pour certains chantiers, de les retarder de 3 mois, pour d'autres, 6 mois. On ne comprend pas comment ils font la différence et on se pose sincèrement la question, est-ce qu'on a un quelconque point sur lequel on peut jouer pour obtenir, pas réparation, mais au moins que ces mois de retard soient compensés pour ce qui est des loyers ou des intérêts intercalaires. Les choses ne sont pas très claires actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que vous devriez faire une demande au promoteur, lui répondre aux correspondances qu'il vous adressait en disant que vous n'êtes pas d'accord. Alors ça, on l'a déjà fait. Et de lui demander comment il compte vous indemniser. Alors ça, en fait, pour eux, la question n'est pas d'indemniser ou autre. Et c'est pas une option pour eux. Donc, en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est censé pousser plus loin et rentrer dans une sorte d'affrontement avec eux et limite engager un avocat pour aller plus loin, ou bien est-ce que ce serait des procédures qui prendraient trop de temps pour des résultats très incertains? Je crois que ça dépend du global, on va dire. Si votre livraison elle a juste 3 mois de retard, bon,
c'est à peu près, c'est de toute façon la norme et c'est plutôt pas si mal. En revanche, si au global, vous avez plus d'1 an, qu'il y a d'autres causes de retard, que le promoteur n'en a pas justifié comme il doit le faire, c'est-à-dire par une attestation du maître d'œuvre, là, ça vaut peut-être le coup de s'interroger. D'accord. 3 mois, sincèrement, je trouve que ça vaut pas le coup. Vous avez vu les montants que je vous ai montrés tout à l'heure. Oui, ils sont c'est léger, hein. Bon, oui. C'est des préjudices, hein, mais engager une procédure pour ces montants-là, je trouve que c'est pas une bonne recommandation. Après, l'autre option, c'est d'aller rechercher qui sont vos futurs voisins et quels sont les autres acquéreurs et de se dire, on se mobilise, on est 10-12 et on forme tous la même demande auprès du promoteur. Et là, il sent qu'on a un pouvoir de nuisance, pardon de dire les choses comme ça, mais qui est quand même beaucoup plus fort qu'une personne seule. Est-ce que le seul moyen d'obtenir en fait ces informations-là, c'est à travers le promoteur? Connaître l'identité des autres acquéreurs? Non, mais lui, il ne vous les donnera jamais. Ça peut être via le syndic, s'il y en a un qui a déjà été désigné. Et ça peut être aussi au cadastre. Au cadastre, ok. Ouais. C'est une information qui est publique. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai une question un peu similaire sur les retards, notamment sur les retards de livraison liés aux intempéries. Je ne sais pas quelles sont les pratiques que vous utilisez. Alors souvent, on a une attestation du maître d'œuvre, mais des fois, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les calculs sont… Déjà, on n'est pas sur la bonne base météo, et puis le calcul, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas si des fois, vos cabinets respectifs, vos confrères qui sont là, ou vos experts, vous attaquez ces attestations-là pour contester. Surtout que d'ailleurs, les délais de retard sont souvent dans les contrats de VFA doublés, donc ça fait très très mal. Peut-être, Monsieur Alves, vous pourriez nous expliquer comment ça se calcule, non? Si vous avez comment ça se passe sur un chantier quand il y a des intempéries, quels sont les relevés que l'on peut obtenir, etc. Ça nous aidera, nous, avocats, à bien savoir quelle est la documentation pertinente. Ouais. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. C'est vrai que, comment dire, il faut savoir que le bâtiment, effectivement, on a des températures pour mettre en œuvre les matériaux, que ce soit des températures basses en hiver ou des températures hautes en été. Et on va s'appuyer là-dessus, voir effectivement, est-ce que cette période-là, les entreprises ne pouvaient pas mettre en œuvre. Il y a que ça qui… Mais après, quel est le relevé qu'on utilise? Je crois, de mémoire, c'est celui de la caisse des congés payés, quelque chose comme ça, non? Moi, j'ai le souvenir que c'est la station météorologique la plus proche du site. Alors déjà là-dessus, et puis ils nous font des calculs qui sont incompréhensibles, j'avoue. Moi, je n'arrive pas à les comprendre. Et ils nous sortent un résultat avec des jours qui sont des fois doublés. Enfin, moi, j'y comprends rien. Il faut à chaque fois se replonger dans le contrat lui-même parce que tout est prévu. Et quand on regarde la jurisprudence, les magistrats appliquent vraiment strictement le contrat. C'est-à-dire que si c'est une station météo en particulier, eh bien, le promoteur doit montrer les relevés de cette station météo en particulier. Souvent, là, pour les juristes, c'est assez satisfaisant parce que c'est vraiment la stricte application du contrat. C'est aussi à double sens. C'est-à-dire que les clauses qui prévoient qu'un jour d'intempérie égale 2 jours de suspension du délai, celles-ci aussi, elles sont validées par la jurisprudence. Il y a des confrères qui ont tenté de soutenir que c'était une clause abusive. Intellectuellement, j'ai tendance à le penser, mais ce n'est pas passé. Donc, il faut se reporter et chaque contrat est différent. C'est un peu exagéré, mais ça dépend des habitudes de rédaction du notaire en réalité. Et… Souvent, sur les intempéries, il n'y a pas grand-chose. C'est juste conditions d'intempérie. Oui, mais ce qui est souvent prévu, c'est que c'est une attestation du maître d'œuvre. Oui, c'est vrai. Mais ça reporte sur la question qui a été posée par quelqu'un. Là, c'est vrai que des fois, le maître d'œuvre est lié, soit fait partie du même groupe, soit est lié au groupe. Et donc, c'est vrai qu'on a des gros questionnements sur la sincérité de cette attestation. Et c'est légal, le fait que le maître d'œuvre d'exécution fasse partie du même groupe que le promoteur, c'est pas interdit. C'est vrai que d'où l'intérêt de creuser, mais j'avoue que on s'interroge sur l'indépendance du maître d'œuvre. Alors, c'est peut-être l'intérêt aussi de faire appel à un expert, un technicien qui est plus à l'aise que nous avec ces données-là, quoi. Après, il faut savoir que sur la mise en œuvre des matériaux, c'est pas simplement la température ambiante. Il y a aussi la température du support. Donc, c'est pas parce qu'il a gelé, je ne sais pas, sur 2-3 jours, que forcément, derrière, ils ont pu travailler. Ça peut aussi répondre en partie.
C'est-à-dire que ça mais peut... vous voyez, les 2 heures de pluie par jour, on a du mal à comprendre pourquoi, et ben, finalement, en fonction de l'amplitude horaire, parce que je m'étais un peu penchée sur la question, toute la journée qui est perdue, voire le lendemain. Tout ça, j'avoue que j'ai cherché des règles, je n'ai pas trouvé de règles. Ça dépend aussi du stade d'avancement du chantier. C'est un séchage du matériau dû à la pluie de la veille. Non, je plaisante. Non, mais on peut installer des douches quand il pleut, c'est un peu caricatural, mais oui. Ils en abusent toujours un peu. Bien sûr. Mais comme disait Maître Soussens tout à l'heure, 3 mois dans le monde de la construction, voilà, même sur des maisons individuelles, on l'accepte, quoi. Je veux dire, ça, ils peuvent l'argumenter. Voilà. Et alors, petite précision, parce que je regardais cet après-midi, les causes survenues avant la signature de l'acte de vente ne peuvent pas être utilisées pour rallonger le délai de livraison. Parce que nos amis promoteurs osent tout quand même. Et donc, j'ai réponse là-dessus. C'est-à-dire qu'un événement survenu en 2017 ne peut pas justifier un retard survenu après la signature de l'acte de vente qui a été lu en 2018. On a ça aussi, effectivement. C'est exceptionnel. Il y avait une question sur l'isolation phonique. Alors, l'isolation phonique, on rejoint un peu le thème de l'isolation thermique tout à l'heure. Donc, c'est des choses qu'on va se rendre compte au fur et à mesure. Dès qu'on va occuper les lieux. On peut pas, le jour de la livraison, se rendre compte ou pouvoir se prononcer sur un défaut acoustique quelconque. C'est pas possible. On va l'utiliser. On ne fait pas l'audit du bâtiment le jour de la livraison. Non, c'est pas un audit. Voilà, c'est comme des chutes d'eau qui font du bruit, du bruit. Alors, l'acoustique qui peut être par rapport au bruit extérieur, par rapport aux parties communes, par rapport aux appartements voisins, et voire même par rapport à l'intérieur de l'appartement. Donc déjà, il va falloir caractériser exactement de quoi on parle. Mais ce jour-là, le jour de la livraison, ce ne sera pas possible. On va se rendre compte après, comme l'isolation thermique. Mais intuitivement, je me dis que c'est plus facile de mettre en évidence un défaut acoustique qu'un défaut thermique. Que les tests sont plus faciles, non ? Oui, parce que bon, c'est bien normalisé. C'est bien normalisé, donc c'est bien encadré, effectivement. C'est très synthétique. Voilà. Mais le défaut thermique aussi, hein. Le défaut thermique aussi, hein. On peut le mettre en évidence, hein, facilement. Il y a une question intéressante. Ah oui. C'est-à-dire quand le délai de livraison est décalé entre le moment de la signature du contrat de réservation et le moment de la signature de l'acte de vente. Alors, le seul délai qui engage, c'est celui qui est dans l'acte de vente. Et j'ai eu le cas assez récemment où ce délai-là avait été augmenté entre les deux. Donc, la proposition qui était faite au client, c'était de signer un acte de vente avec un délai reporté d'1 an par rapport à ce qui était prévu dans le contrat de réservation. Et en faisant une mise en demeure au promoteur, on a obtenu la résolution amiable du contrat de réservation. Autrement dit, ça veut dire que s'il y a un trop grand décalage entre la date qui est indiquée au contrat de réservation et celle qui est prévue au projet de contrat de vente, on peut envisager les conditions d'une rétractation en quelque sorte. Mais une fois qu'on a signé l'acte de vente, on est engagé par ce qui a été signé dans l'acte de vente. Et c'est souvent une dynamique qui est faite. C'est vrai que c'est plus attractif de dire ça y est, vous serez livré dans 9 mois. Ça permet de vendre plus facilement. Pour apporter du poids à un dossier, est-ce qu'il faut constater le retard de livraison par un huissier ? C'est presque pas la peine, puisque de toute façon, tant qu'on ne vous propose pas la livraison. En revanche, ça peut être intéressant pour montrer certaines incohérences, puisqu'on a parlé du manque de transparence, du soupçon de manque de sincérité sur les attestations qui sont produites. J'ai une personne qui me racontait là qu'il devait être livré à la fin du premier trimestre 2020. Et le 17 mars, donc le lendemain du confinement, le promoteur a annoncé 2 mois de plus ou 3 mois de plus. Et ils m'ont dit, mais c'est incompréhensible. S'ils devaient nous livrer à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire le 31 mars, c'était fini. Qu'est-ce qui reste à faire dans les derniers 15 jours, vous voyez ? Donc, ça peut être intéressant dans ce sens-là, c'est-à-dire de montrer les stades d'avancement et de voir ensuite si ça correspond aux causes qui sont évoquées comme suspension du délai. Et il y avait aussi une observation judicieuse sur certaines communes ont interdit la poursuite des chantiers. Là, effectivement, c'est une injonction administrative.
Là, oui, le promoteur ne peut pas poursuivre. J'avais posé une question, je ne sais pas si c'est vous ou M. Alves qui pourra me répondre. Demain, je fais une visite de pré-livraison sur une BFA partie commune. D'accord. Le leader du conseil syndical commence à me parler d'accès pompier, de consommation d'énergie des sous-sols. Je sais à qui vous faites référence. Voilà. Bon. Il veut m'emmener sur beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est uniquement la technique. Je pense que M. Alves, tout à l'heure, nous parlait de conformité de plan, de notice ou de TMA. Voilà. Quelles sont justement les limites de l'expert? Voilà. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur un fonctionnement, vous parliez de consommation énergétique. Comment, en l'état, le jour de la livraison, vous pouvez, vous prononcer sur une consommation quelconque? Ah non, mais c'est parce que il y a eu soi-disant des premières notes ou des premiers rapports, et par rapport à ce que le BET avait… En fait, l'immeuble est déjà en fonctionnement. Les parties privatives ont été partiellement livrées. D'accord. Voilà. Et donc, là, c'est la livraison des parties communes. Voilà. Les rapports, c'est qui? Pardon? On parle de rapports. Il y a eu des rapports, vous disiez. Il y a eu certainement des notes, des consommations et autres, voilà. Et le leader du conseil syndical me dit que par rapport au prévisionnel, la consommation dans les sous-sols est au-delà de ce qui avait été prévu et calculé, voilà. Mais bon, moi, je dirais que techniquement, l'expert intervient pour voir si ça marche pas, ok. Mais après, par rapport au calcul des bureaux d'études, mais, Monsieur Guérin. De quelle consommation on parle? On parle de quoi comme consommation? D'éclairage uniquement, des panneaux. Moi, je serais tenté de vous dire qu'une consommation d'éclairage va dépendre du temps de fonctionnement de l'éclairage. D'accord? C'est comme une température de consigne. Souvent, on dit oui, mais vous m'aviez dit, je vois ça souvent, ma maison devrait consommer tant, je consomme plus. Oui, mais vous chauffez à combien? À 19, à 20 ou à 21? Parce que 19 à 20, il faut savoir que c'est 7% de consommation en plus. Bon, je fais là, c'était un petit cas. Mais sachant que l'éclairage du parking, c'est pareil, ça va être pour un temps de fonctionnement. Il n'est pas allumé 24 heures. Donc, voilà, je dis ça, c'est des choses qui peuvent porter à discussion, quoi. Alors, après, je ne sais pas, j'ai pas les documents. Mais je pense que dans le cadre de la livraison, c'est pas l'objet. Non, c'est pas l'objet. Ça, ce sera éventuellement quelque chose qui viendra ensuite. Si une difficulté apparaît, ben oui, mais ce sera ultérieur. Et encore moins dans le cadre de la pré-livraison. Non, mais tout à fait. Même pas le fonctionnement, puisque ça fonctionne, on est sur de la performance. Ça n'a rien à voir le jour de la livraison. Et puis, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des prévisions contractuelles sur le niveau de performance. Non, donc, je crois pas. Hein? Je sais pas, voilà, j'ai affaire à quelqu'un qui me donne beaucoup d'éléments par rapport à au passage des pompiers dans le patio, n'ayant pas les plans de la globalité non plus, n'ayant pas les notices, il y a beaucoup de choses là qui pour moi sont de l'inconnu. Pour ce qui est des accès pompiers, peut-être que le rapport final de contrôle technique sécurité permettra d'y voir plus clair. Tout à fait, ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, une question, messieurs les techniciens, vous avez vu sur le stade d'achèvement menuiserie, plomberie? Alors, ça, c'est les étapes de l'achèvement que je vous ai montré tout à l'heure dans mon document. Légalement, il n'y a pas un niveau qui s'appellerait, il n'y a pas une étape qui s'appellerait plomberie, menuiserie, en fait. Légalement, il n'y a que cela. Maintenant, rien n'interdit de faire des décompositions entre achèvement des fondations et hors d'eau. Et on voit parfois dans les contrats plancher haut du niveau 2, du niveau 5, ça dépend de l'importance du bâtiment à venir. Mais vous voyez, les seules étapes légales, ce sont celles-ci. Et si le promoteur introduit des étapes intermédiaires, donc les menuiseries, pour moi, logiquement, ça vient après le hors d'eau, messieurs les techniciens, arrêtez-moi si je me trompe, et avant l'achèvement. Donc, s'il y a une étape, par exemple, on a souvent des étapes cloisonnement intérieur, eh bien, donc elles vont s'intercaler ici, de toute façon.
on ne peut pas vous demander plus que 95% tant qu'on n'est pas au stade d'achèvement, mais on peut intercaler des étapes intermédiaires. Et dans tous les cas, c'est justifié par une attestation du maître d'œuvre. Alors, menuiserie achevée, pour moi, ce serait un truc de bon sens, c'est de dire c'est l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures. Idem pour la plomberie. Ouais. Le technique fait bien différencie bien les menuiseries extérieures. Les menuiseries... Oui. Ouais. Mais là, dans la question, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de précision sur le sujet. Non. Plomberie, chauffage achevé. Ouais, ce serait une étape menuiserie, plomberie et chauffage achevé. C'est une question, pardon, je suis. Oui, bien sûr. C'est une question d'un. Pouvez-vous expliquer ce que l'on doit constater pour un état d'avancement, menuiserie, plomberie et chauffage achevé? Menuiserie, plomberie, chauffage achevé. On est en livraison, là. On est en livraison parce que vous prenez la visite cloison. Visite cloison, les cloisons sont réalisées. Généralement, les gaines électriques sont passées, les canalisations de plomberie sont passées, mais les éléments chauffants, les diffuseurs de chaleur, les radiateurs ne sont pas posés. Les chaudières ne sont pas posées. Les équipements sanitaires non plus. Non plus. Alors, à l'après-livraison, s'il y en a une, là, déjà, c'est très, très bien avancé. Tout ça, c'est en place déjà. Non, il n'y a pas d'étape qui caractérise ça. Non. Ce serait une logique de bon sens. C'est-à-dire que tous les équipements de chauffage soient positionnés, soient mis en œuvre. Pour vérifier si le promoteur a imaginé qu'il y a un appel de fonds qui corresponde à cet état d'avancement, il faut qu'il en justifie. C'est bizarre. Non, mais ça peut être par exemple 80% ou 85%. Ouais, j'ai jamais vu ça. Non, ça arrive. On voit plus souvent, par exemple, achèvement du plancher du niveau 2, du niveau 3, etc. Voilà. C'est assez général. Mise hors d'air, hors d'eau. Voilà, c'est assez général. Pas dans des détails comme ça. Les équipements techniques, ils n'entendent pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse? Alors, je vais présenter une photo ici, là, on voit l'escalier béton. Là, le bâti de la porte qu'on voit là, c'est un WC. Et puis, ils ont fait cette verrue en plein milieu du plafond. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés. Parce qu'ils n'ont pas prévu de colonne montante pour une salle de bain qui est au bout, là où on voit le placo phonique, le placo bleu, là, le placo-plâtre bleu. Là. Donc, il a fallu qu'ils créent cette soffite pour venir rattraper l'autre chute, l'autre colonne verticale dans les WC. Voilà. Alors, c'est pour les besoins de fonctionnement de l'appartement. Par contre, je vous dis, c'est un cachet d'enfer quand on rentre. Quoi. On imagine la détresse des acquéreurs. Voilà. Et en l'espèce, lorsqu'on a ce genre de soffite, est-ce qu'on peut dire, écoutez, c'est complètement aberrant et on peut demander une indemnisation? On peut demander quelque chose? On peut demander, c'est difficile de savoir à l'avance ce que l'on va obtenir. Parce que dans les contrats de VFA qui sont rédigés par les notaires des promoteurs, il y a toujours une clause qui vous dit que les plans peuvent être modifiés si c'est rendu nécessaire par les contraintes techniques. Donc, tout dépendra de l'appréciation que le magistrat en fera. Donc, pour être très concrète, s'il n'y a que ça, je ne suis pas sûre de recommander à des acquéreurs d'aller au-delà d'une certaine tentative de négociation. Mais en général, il n'y a pas que ça. En général, il y a aussi du retard de livraison, il y a de la superficie manquante. Donc, si on a plusieurs thèmes comme ça, plusieurs motifs pour demander une indemnisation, à ce moment-là, oui, on tente pour le soffit. Mais le soffit seul, comme ça, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. Alors, moi, ce que j'avais dit à la personne, parce qu'il faut savoir qu'à droite du bâti de porte, là, on a un petit retour de cloison. Je dis, mais bon sang, c'est un coin cuisine, rallongez un peu le bout de cloison, le soffit, prolongez-le jusqu'à ce retour de cloison, et au moins que ça fasse… voilà, mettez 2-3 spots là-dedans, ça va faire un décor. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Bon, après, là, est-ce que l'image… là, ça a changé l'image? Oui. Oui. Bon, là, c'est une menuiserie
Ça fait partie toujours du fameux bâtiment où il y avait des volets qui ne sont pas là. Là, vous voyez la personne, le côté gauche, là, normalement, c'était du verre qu'elle devait avoir. Et on se retrouve avec une paroi complètement opaque, métallique, dans une chambre. Voilà. Ce genre de choses. Là j'appelle ça des fois des fautes. Enfin, on ne peut pas dire que c'est une faute d'inattention de la part de l'acquéreur. Mais là, on a un gébérite. En dessous, là, on a un gébérite, un WC suspendu. Hein. Et là, en plein milieu, on pose une coupe de VMC, alors qu'on a tout le faux plafond. Donc, c'est-à-dire que là, même pour mettre une armoire, tout ça, ça va être compliqué. Oui. C'est des choses, c'est bête. Hein, ça, ici, c'est un VFA que j'ai fait. Celui-ci, c'était jeudi dernier. Voilà, je suis rentré dans la cuisine et ça m'a apostrophé. Je lui dis, mais bon sang. Il me dit, ouais. Alors, j'ai dit, c'était la visite cloison. Il me dit, oui. Je dis, pré-livraison, oui. Ah, j'ai dit, on a un problème quand même d'aménagement de la cuisine. Là, on se retrouve avec une trappe en plein milieu. Là, j'ai un éclairage. Et puis là, j'ai une bouche VMC. Et au-dessus, j'ai un soffite. Voilà. La cuisine est toute petite. Allez aménager la cuisine. Et pourtant, c'est indiqué sur les plans. La trappe et tout ça? La trappe, ouais. Tout ouais. Oui, mais un œil non averti. L'acquéreur, ce n'est pas un professionnel. Les plans, il ne sait pas forcément les lire comme un architecte. C'est compliqué, hein, maître Soucy. Vous voyez, quand on se retrouve avec ça. Je me souviens d'une livraison où c'est des trucs bêtes, mais l'interrupteur était derrière le chauffe-serviette. Ça ne rend pas l'appartement invivable, hein, mais enfin, c'est quand même… Là, bon, c'est un dé, c'est pas trop méchant. On peut… Bon, voilà, ça fait décor quand même. Il faut mettre des petits noirs. Bon, c'est pas bien méchant. Tout ça, il y a des choses qu'on peut noyer dans la masse. Bon, vous connaissez le dossier, maître Soussens. Voilà. Donc, sur le plan, là, on a l'écart au permis de construire. Vous voyez cette avancée là qu'on a là, en béton, on devait l'avoir sur toutes les menuiseries. Là. Enfin, au-dessus de toutes les menuiseries, là, les B-fixes. Là. Et là, on devait même avoir un triage décoré, une découpe dans du métal déployé. On ne l'a pas. Là, c'est un écart au permis de construire. Ici, alors, la personne avait une place de parking devant chez elle. Elle devait garer son véhicule ici, mais ils avaient fait un jardin. Là, où vous avez la pièce qui a été rapportée d'asphalte, là, vous voyez. Elle a commencé à à se plaindre. Donc, ils sont venus un week-end, la personne n'était pas là. Hop, ils ont enlevé la pelouse qui faisait partie de l'appartement. Hein, et ils ont mis ça, la petite rustine. Ils ont garé ta voiture. Voilà. Donc, dans le même… là, ici, on était censé avoir un toit végétalisé. Bon, il l'est en partie. Non, je plaisante, hein, c'est du lierre. Bon, c'est des petites choses, ça, c'est pas… On est plus sur des… Là, c'est de la partie commune. Et pour les non-conformités au permis de construire, ce que l'on voit parfois, c'est qu'une fois que la construction est achevée, que le promoteur réalise qu'il y a certains… Je pense à un dossier qui est à la fois de la rénovation et de la VFA, où la toiture du bâtiment ancien devait être faite, le promoteur ne l'a pas fait, c'était pourtant prévu au permis, et donc il a estimé qu'elle était en bon état, qu'il n'y avait pas besoin de la refaire, et donc il a demandé un permis modificatif, ce qui se fait, hein, parce que parfois, quand on réalise les travaux, on rencontre des contraintes techniques et on ne peut pas réaliser tout ce qui est prévu dans le permis, ou on doit modifier des choses, et donc il a demandé un modificatif pour entériner a posteriori le fait qu'il n'a pas refait la toiture. Et toiture qui finalement comporte de très importants désordres. Voilà, il y a beaucoup de configurations en VFA, beaucoup de motifs, de délais, pas mal de types de désordres, plus ou moins graves. Alors, M. Alves me rassure beaucoup en me disant qu'on peut réparer beaucoup de choses dans le bâtiment. Oui, il y a de la bonne volonté. On peut souvent, c'est la mauvaise volonté et la mauvaise foi. Et c'est ce qui fait beaucoup souffrir les acquéreurs. Ben oui, c'est vrai que les gens ne comprennent pas. Moi, je me mets à leur place. Mais quand on leur parle de tolérance du bâtiment, mais moi, regarde avec des gros yeux. Mais il dit, mais moi, quand j'achète ma voiture neuve, c'est souvent la métaphore qui est mise en avant. Mais moi, il n'y a pas de tolérance. La voiture, elle est nickel et tout. Mais je comprends. Mais comme je dis, le bâtiment, c'est quoi? C'est des matériaux, des hommes. Voilà. Et on assemble et on arrive à un ouvrage. Et il faut quand même être tolérant. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que ces dernières années, il faut être très, très tolérant, quoi. Ben oui.
Mais on pourrait mieux faire. Et puis je crois qu'il faut aussi réagir quand il y a une difficulté, soit directement auprès du promoteur, auprès du médiateur. Je trouve que c'est une bonne piste aussi. Essayer de rencontrer, de se regrouper pour être une force, pour avoir du poids face au promoteur, pour négocier avec lui les conditions d'indemnisation, des travaux supplémentaires pour compenser, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est un sujet vaste. On pourrait en revenir dessus. N'hésitez pas à nous contacter individuellement si vous avez encore des questions. Et puis peut-être que vos questions nourriront d'autres webinaires, peut-être sur des points particuliers. Il y avait pas mal de questions sur l'isolation, sur la technique. Donc on pourra peut-être le décliner sur des points précis. Merci à vous tous.